podcast ici. J'ai déconnecté pendant 4 mois, là. Ça fait 4 mois hier. Le seul petit tracas que j'avais, c'était le vent, la direction du vent. Mais c'est pas grave, je m'ennuie pas. Tout se passe bien et je suis pas pressé de retrouver les gens pressés. La médaille pour un Français qui vient d'atteindre l'autre bout de l'Atlantique. Ouais, il s'appelle Jean-Jacques Savin, il a 72 ans, il a tenté un pari un peu fou fin décembre, il s'est lancé dans une traversée donc de l'Atlantique en partant des Canaries. Le plus fou dans le pari de Jean-Jacques, ce n'était pas de partir à l'assaut de l'Atlantique, c'était de le traverser à bord d'un tonneau. Moi je dirais qu'il est complètement fou, mais la bonne folie, la folie qui vous amène dans les rêves. Cet aventurier un peu dingue qui a traversé l'Atlantique début 2019 dans un tonneau s'appelle Jean-Jacques Savin. Son défi, 127 jours à la dérive entre les Canaries, au sud de l'Espagne, et les Antilles. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Skock, je suis journaliste à Ici Gironde et je vais vous raconter cette histoire incroyable. Je le rencontre pour la première fois en juillet 2018. Il me donne rendez-vous dans sa cabane à Arès, au nord d'Arcachon. C'est un homme de taille moyenne, chauve, petite barbichette, un aventurier de 72 ans au physique affûté qui traverse régulièrement le bassin à la nage. Il me montre alors un croquis de sa future embarcation, un dessin à main levée avec seulement 1 à 2 annotations techniques. On me prévient, tu vas voir, ce type est fou. Il ne tiendra pas 1 semaine dans son tonneau, c'est du suicide. En quelques minutes, il me persuade que son projet n'est pas aussi surréaliste que cela. Jean-Jacques Savin a des rêves, oui, mais je comprends tout de suite qu'il ira jusqu'au bout. Histoire salée, le podcast ici qui raconte la mer. Jean-Jacques Savin, le vagabond des mers. Jean-Jacques Savin a plein de copains pour l'aider dans sa traversée en tonneau. En 2015, il en discute avec eux. Autour de la table, ce jour-là, son ami Jean-Pierre Lacoste, prof de maths à la retraite, il est aussi sa caution scientifique. D'un naturel discret, cet amoureux de la voile est le grand témoin de notre histoire. On l'écoute sans vraiment l'écouter, voire avec un sourire aux lèvres. Moi j'ai des copains qui le prennent pour un fou carrément. Mais petit à petit, il va réussir à convaincre un premier cercle, puis un deuxième cercle. Et dans ce premier cercle, on va essayer de le persuader. Moi, je sais que j'ai beaucoup insisté. Je lui dis, non, tu ne peux pas partir sur un tonneau simple. Il te faudra un tonneau avec une quille. Au départ, il ne voulait pas de quille. Alors, je lui dis, mais tu vas être dans une machine à laver. Ce ne sera pas tenable. Alors là, les sourires disparaissent. Et il y a un petit vent de panique, je dirais. Et on essaie de le persuader, tu ne peux pas prendre un tonneau de vin classique renforcé, il faut faire un bateau spécifique avec la forme d'un tonneau, une quille, etc. Quelque chose d'étanche, autrement tu vas te noyer. Après cette discussion, de l'eau coule sous les ponts. 3 ans plus tard, Jean-Jacques Savin me confie qu'il a terminé la lecture de Naufragés volontaires, le livre de son mentor Alain Bombard. Sa décision est prise. Il fait appel à un fabricant de barriques, la tonnellerie des Boutes en Gironde, qui construit la structure. Ensuite, c'est le chantier naval Lacaze d'Arès qui s'occupe de la conception marine du tonneau. Ce tonneau, il a la forme d'une barrique en réalité. Il fait 3 mètres de long, il fait 2 mètres au plus large et sur les extrémités, il fait 1,60 m. Donc c'est vraiment un tout petit espace. C'est 5 mètres carrés de surface. Il n'a aucun moyen de propulsion. Mais arrêtons-nous un instant sur cette notion de propulsion. Comment traverser l'Atlantique sans moteur, sans voile, sans aviron ? On parle quand même de 5000 km entre les Canaries et les Antilles. Eh bien, on en revient à Alain Bombard et sa théorie sur les courants et les vents dominants. Il y a 2 forces importantes autour de notre planète, ce sont les vents et les courants. Les courants subtropicaux tournent autour de la planète d'est en ouest. Donc, on peut penser que ces courants vont transporter ce tonneau vers les Caraïbes. Et puis, même chose, les vents, les alizés, qui tournent autour de la planète, en tout cas sur l'Atlantique, sont d'est en ouest, je dirais de décembre à mars,
et ils sont inversés le reste du temps. Voilà, ce que Christophe Colomb avait compris, qui a permis à ces caravelles d'aller aux Amériques et de revenir durant l'été 1492. Je me suis souvent demandé ce qui animait Jean-Jacques Savin. Comment comprendre ce personnage hors norme ? C'est le fils d'un ostréiculteur, il pêche, il braconne un peu dans la forêt, il est beau gosse et il plaît aux filles. J'ai le souvenir très marqué de notre première rencontre. C'était le jour du marché à Arès. Nous sommes pendant les vacances scolaires et il y a un attroupement autour de l'église. On pense qu'il y a eu un accident ou comme ça. Et bon, on s'approche de l'église et en fait, on voit un jeune homme qui est en train d'escalader le clocher de l'église par le fil de cuivre du paratonnerre, et il va escalader l'église jusqu'à la croix, c'est-à-dire tout le clocher, puis redescendre. Donc quand il redescend, le curé, le garde champêtre et son père et la foule sont en train de l'attendre. La foule est à la fois choquée et émerveillée. Et pour les gamins d'Arès, Jean-Jacques va devenir, à partir de ce moment-là, il doit avoir 17 ans, peut-être 16 ans, il va devenir la star du village. Le jeune homme a soif d'aventure et le bassin d'Arcachon est trop petit pour lui. Il claque la porte du foyer familial et s'engage dans l'armée, les parachutistes, les forces spéciales. Après quelques années de service, il pose son baluchon en Afrique, devient chercheur d'or, puis garde forestier et même pilote d'avion privé. Un hyperactif, touche-à-tout, qui va de l'avant. Jean-Jacques a besoin de cette reconnaissance. Pourquoi il a besoin de cette reconnaissance ? Moi, je ne suis pas psychologue, mais ce qui est certain, c'est qu'il a besoin de cette grande reconnaissance. Donc, il a besoin de prouver qu'il est bon dans ce qu'il fait, qu'il amène les choses au bout. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est rassemblé. Donc, il a tous les ingrédients pour réussir finalement quelque chose d'exceptionnel. Jean-Jacques Savin met son tonneau à l'eau le 1er janvier 2019 sur l'île de Hierro, aux Canaries. Ce jour-là, ils sont une poignée de copains et de proches autour de lui. Casquette vissée sur la tête, il grimpe sur son embarcation orange grâce à une petite échelle et il se glisse à l'intérieur par l'écoutille, seule porte d'entrée du tonneau. Il fait beau, un bateau le tracte légèrement au large pour qu'il soit emporté par le vent d'est et c'est parti pour l'aventure. Là, je suis en phase d'adaptation. C'est très particulier, mais j'ai eu une grosse satisfaction de voir que mon engin, mon tonneau, ma capsule se comporte très bien sur l'eau. Et là, j'ai un temps idéal pour m'acclimater, m'adapter. Et j'ai force 2-3. Pour l'instant, je remplis mon journal de bord. Mais demain, j'aurai plus de contact, je pense, avec la terre. Donc, ce sera lecture, ce sera musique, perfectionner avec ma mandoline. Je me fais plaisir. Il écrit son carnet de bord, il fait sa gymnastique. Contrairement à ce que l'on croit, et les marins le savent, sur un bateau, on ne s'ennuie jamais. Et sur un tonneau, je pense qu'on ne s'ennuie pas non plus, parce qu'il y a toujours quelque chose à réparer, un désalinisateur qui fonctionne mal, des connexions oxydées, affûter la pointe de son fusil harpon. Jean-Jacques se baigne tous les jours. Et on lui avait dit... Surtout, tu gardes un cordon ombilical, tu ne te détaches jamais du tonneau. Alors il va le faire une fois ou deux, mais très rapidement, il va chasser les coryphènes autour du tonneau parce que les coryphènes vont venir grignoter les coquillages qui ne manquent pas de se coller sur la quille du bateau. Et pour ça, il ne s'encombre pas du cordon, il se détache. Mais on lui disait, mais... Tu te rends compte les risques que tu prends si le vent se lève. Alors il nous disait, je pêchais le matin ou le soir quand le vent tombe. Il va manger ce qu'il a amené. Essentiellement du riz, des pâtes, des boîtes de conserve, de la nourriture lyophilisée, des choses comme ça. Mais son grand plaisir, c'est le poisson, c'est la coryphène. Donc, il pêche des coryphènes qu'il découpe en lanières
et qui prépare la tahitienne. Alors la tahitienne, c'est pas compliqué, hein. Vous découpez des lanières que vous faites sécher à l'extérieur du bateau, au soleil, c'est cuit au soleil. J'ai du poisson qui sèche sur le droit. Et voilà, c'est parti, et ça fait un mets délicieux. Hier, j'ai mangé un tartare cru. Aujourd'hui, ce sera un tartare cuit. Et pour l'instant, tout se passe bien. J'ai pas de problème. Jean-Jacques Savin, dans sa coquille de noix, se laisse porter par les flots. Il est en bonne santé, il a de l'eau grâce à son désalinisateur, l'embarcation tient bon. Mais dans l'Atlantique, on ne croise pas que des poissons. Le plus grand danger, c'est le transport maritime, les cargos. Et ce danger, il est présent en permanence. Les cargos qui peuvent passer sans voir ce petit tonneau à fleur d'eau. Il n'a pas de déflecteur radar sur son tonneau. Il en a un, mais qui n'est pas efficace. Donc les bateaux ne le voient pas. Il y a un autre danger en mer. Le soir, à la tombée de la nuit, il y a toujours la peur qui vous prend au ventre. J'ai cette discussion souvent avec Jean-Jacques. Je lui dis, mais comment tu fais pour ne pas avoir peur ? Il me disait, mais j'ai ma peur à côté et je la dompte. C'était son truc. J'ai la peur à côté, je la dompte. Robinson, dans son tonneau, donne des nouvelles régulièrement. Mais quand même, ça fait plus de 3 mois que Jean-Jacques Savin est parti. D'après les prévisions, il devrait déjà être arrivé. J'ai le souvenir de connaissances à Arès qui me disaient, bon, ben voilà, il va se noyer, il est perdu. Et nous, on disait, non, il n'est pas perdu. C'est un challenge qui va réussir. Et puis après, on va avoir des nouvelles. Il va rencontrer un bateau américain qui va lui donner un panier de fruits, par exemple. Donc, on sait que les choses se passent bien. Enfin, moi, je ne suis pas très inquiet. 26 avril 2019, 122e jour de mer. Jean-Jacques Savin envoie un message à son équipe, Raymond Lauvergne, son routeur, celui qui le guide depuis la terre, et Christian Baudru, le pote du club de voile. Notre vagabond des mers vient de passer la ligne virtuelle, la même que celle que s'était fixée son modèle Alain Bombard en 1952. Nous, on apprend ça, on saute de joie. On se réunit, on est super content, on sait qu'il est sorti d'affaire. On sait aussi qu'il n'a pas perdu tant que ça de poids, parce que notre grosse crainte, il était déjà pas épais quand il est parti. On s'est dit, il fait 60 kilos, il va revenir à 40. En fait, il a perdu 6 ou 7 kilos pendant le périple. On sait que, ça y est, il est sauvé. Ça s'est très très bien passé, à part de la déception sur cette météo qui a été très capricieuse. Je suis très très bien en bonne condition physique, je passe des moments merveilleux. Ça sera avec regret que j'arriverai. Et au-delà de mes espérances, c'est une traversée qui a été fabuleuse. Sur le bassin d'Arcachon, on s'apprête à fêter son retour. Cela va prendre quelques jours quand même. Le temps que Jean-Jacques Savin et son tonneau soient remorqués par un cargo allemand jusqu'à Fort-de-France en Martinique. Et puis le voilà, notre aventurier de 72 ans qui descend les escaliers de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il s'engouffre dans une voiture, direction sa cabane à Arès. Et là c'est la folie, hein. C'est le héros qui revient. Donc tout le monde est là, on se réunit, Jean-Jacques est aux anges, les écoles sont là, parce qu'il faut savoir que les écoles d'Arès, pas seulement que d'Arès, des dizaines d'écoles suivaient par informatique le voyage de Jean-Jacques. Et il leur communiquait des SMS régulièrement. Mais sur Arès, là, Jean-Jacques est passé du statut de farfelu au héros. C'est devenu le héros local. S'accrocher comme ça à un projet inutile, c'est totalement inutile. Quoi de plus merveilleux ? Quoi de plus merveilleux ? À l'été 2019, à peine rentré de son périple, Jean-Jacques Savin imagine de nouveaux défis. Et il m'en parle. « Je vais traverser la Manche à la nage », me dit-il. Finalement, il doit jeter l'éponge. Il revient à la charge. Après l'Atlantique, il m'annonce qu'il veut repartir en tonneau sur le Pacifique. Ses copains lui disent que c'est impossible, trop dangereux. Pour une fois, il écoute, mais propose une dernière idée. Refaire la traversée de l'Atlantique, mais cette fois-ci à la rame, dans un canot. Alors Jean-Jacques, il a envie de finir sur un exploit majeur. Ce défi majeur, tout le monde, enfin l'entourage,
On essaie tous de le dissuader de ça. Mais non, il veut partir. Et on n'arrête pas le vent. On avait la coutume de dire on n'arrête pas le vent, on n'arrête pas Jean-Jacques. Alors, et il va acheter ce canot pour devenir le plus ancien marin qui a traversé l'Atlantique à la rame. J'ai fait un check-up, j'ai le hockey du cardiologue, j'ai le hockey de mon toubib. Je me sens encore en bonne condition physique de prouver que 70 ans passés, on est capable encore de satisfaire ses passions, tout en prenant du plaisir. Je ne suis pas du tout un malade. Non, je prends chaque fois du plaisir. Là, j'ai hâte de me retrouver au milieu du grand bleu, là, de cet océan, d'être avec les éléments en osmose et voilà, de vivre des moments très particuliers. Et puis, c'est une façon pour moi de narguer la vieillesse, de me prouver que je suis encore capable. On verra à l'arrivée. Dans 3 mois, dans une centaine de jours, bien, on pourra faire un bilan. Jean-Jacques Savin annonce en grande pompe son projet aux médias. Mais il galère pour rassembler un budget correct. Les sponsors ne suivent pas. Il achète un canot d'occasion qui a déjà pas mal navigué. Nous sommes en septembre-octobre 2021. On a fait les premiers préparatifs. On veut tester la possibilité de retournement et nous mettons le bateau à l'eau au port de la Vigne, au Cap Ferret. Je m'aperçois que ce n'est pas du tout satisfaisant. Par beau temps, on a du mal à redresser ce bateau. Je dis à Jean-Jacques, ce bateau n'est pas au point, il faut le restructurer. Enfin bon. En réalité, Jean-Jacques, il est parti. Donc, je comprends que c'est très difficile pour lui de revenir en arrière. Nous prenons la direction de Sagres, au sud du Portugal. Ce n'est pas le point de départ habituel pour une traversée de l'Atlantique, mais c'est un moyen pour Jean-Jacques Savin de faire des économies. Il embarque avec le strict minimum. Tout mettre pratiquement dans 1 mètre carré, c'est vraiment du sport. Je suis très fatigué, il me tarde d'être au large pour pouvoir me reposer, me confiner, être tranquille. Je souhaite à tout le monde bonne année, bonne fête et puis à l'année prochaine. Jean-Jacques part de Sagres parce qu'il n'a pas l'argent pour descendre plus bas. C'est une erreur grave. Pour aller prendre les courants, toujours ces fameux courants subtropicaux, il faut descendre un peu plus. La météo n'était pas très bonne, il a été en retard sur le projet, et puis surtout, il a un équipement de très moyenne qualité. Ce projet a été un peu bâclé, mais comment retenir Jean-Jacques ? C'est une façon pour moi de me prouver que je suis encore capable, mais on verra. Si ça se passe très mal, je m'arrêterai en cours de route à Madère ou bien je m'arrêterai aux Canaries. 31 décembre 2021, port de Sagres, Jean-Jacques Savin grimpe à bord de son canot, l'Audacieux. Une embarcation de 8 mètres, insubmersible, avec un peu d'électronique, 2 GPS et un anti-radar pour éviter les collisions. L'Audacieux est aux mêmes couleurs que son tonneau, orange. À l'intérieur, un réchaud et sa bouteille de gaz, une bouilloire rouge, des vivres et pour le réveillon, du foie gras et une bouteille de Sauterne. Ça paraît très arrogant de dire ça, j'ai un peu un chat dans la gorge, parce que je suis un peu ému. Mais oui, j'ai un mauvais pressentiment. C'est pas ni de la prétention, ni de l'arrogance, mais pour dire toute vérité, oui, et je pense que je ne suis pas le seul. On est quelques-uns à avoir un mauvais pressentiment. Et, on a essayé de le dissuader. Autant on était relativement tranquille pour le tonneau, paradoxalement, alors que l'aventure était extraordinaire. Autant là, moi, j'aimais pas ce bateau. J'aimais pas trop ce bateau. Jean-Jacques Savin donne ses premiers coups de pagaie et s'éloigne du ponton. Le soleil brille au-dessus de Sagres et du canot orange. À terre, sa compagne Jackie tente de garder le sourire, mais tout le monde semble inquiet. On sait qu'il va y avoir des dépressions, des BMS en cascade, des bulletins météo spéciaux. Donc on sait que c'est pas bon. Il faut fermer le bateau de manière étanche. Le bateau est étanche. Ce bateau avait des compartiments également étanches, donc normalement il est insubmersible.
Mais dedans, c'est une lessiveuse, c'est-à-dire vous êtes bousculé, fracassé, etc. Et si le bateau se retourne alors que vous essayez de ramer, c'est-à-dire que vous êtes dans le cockpit à l'extérieur du bateau, là vous êtes éjecté. Vous êtes éjecté. À peine une semaine après le départ, premier pépin. Le système électrique tombe en rade. Jean-Jacques doit lutter contre le vent et la houle qui grossit. Il parvient à joindre son équipe et décide de se dérouter vers les Açores pour se reposer et réparer. Le 20 janvier, une dépression très forte arrive et balaye toute la zone. Jean-Jacques déclenche ses 2 balises de détresse. Immédiatement, on est au courant. Et là, grosse inquiétude. La marine portugaise déclenche le lendemain, dans la nuit du 21 au 22, elle déclenche les secours et déclare le bateau perdu. Elle envoie un plongeur sur le bateau. Ce plongeur est largué d'un hélicoptère, il regarde dans la cabine et il aperçoit, ou il croit apercevoir un corps. Donc on pense que Jean-Jacques est soit blessé, soit mort dans la cabine. Le 22, le temps se calme. La dépression est passée. La marine réenvoie un plongeur sur zone. Et là, le plongeur s'aperçoit que, en fait, c'est pas Jean-Jacques qu'il avait cru apercevoir, mais sa combinaison de survie. Donc Jean-Jacques est perdu. C'est ce qu'on conclut immédiatement. Donc nous, on est catastrophés. Voilà. La légende s'écroule à ce moment-là. Au bout de 48 heures, la marine portugaise met fin aux recherches. Jean-Jacques Savin est définitivement perdu en mer. On ne retrouvera jamais son corps. L'aventurier d'Arès a tiré sa dernière révérence et je me demande finalement si ce n'est pas de cette manière qu'il aurait souhaité mourir. Au final, Jean-Jacques est mort sur scène. Donc je crois que Jean-Jacques il voulait vivre pleinement. Je ne connais pas d'être humain, femme ou homme, capable de vivre avec autant d'intensité. Rien ne pouvait le retenir. Ce petit bonhomme, il avait une force. Nous, on l'appelait le vent. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le vent. Il devait vivre et mourir dans un bain d'adrénaline. Voilà, c'est ça, un bain d'adrénaline et de liberté. Si un jour vous passez sur le bassin d'Arcachon, faites un tour au club de voile d'Arès. Sur le bâtiment, face à la mer, une plaque commémorative avec une photo de Jean-Jacques Savin et cette phrase tirée de son carnet de bord. Vivre ma vie comme une aventure, m'embarquer dans des défis un peu fous, c'est là que je me sens profondément vivant, libre moi-même. C'était Jean-Jacques Savin, le vagabond des mers. Montage Sandrine Ortuno, mixage Antoine Muel, production Stéphane Deschamps, studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de la collection Histoire salée, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.